très heureux d'accueillir en effet Colombe Schneck, qui nous a rejoint et qui est là pour un tout nouveau livre, une actualité très, très chaude, Philippe et moi, aux éditions Stock, qui est un roman. Vous êtes Colombe, autrice, journaliste, réalisatrice de documentaires. Vous avez reçu plusieurs prix, alors notamment le prix Anna de Noailles de l'Académie française, le grand prix de l'héroïne Madame Figaro, le prix Marcel Pagnol, le prix du roman de Cabourg. Et vos livres sont traduits dans une dizaine de langues, c'est ça à peu près À peu près une dizaine de langues. Mais on espère que ça va augmenter. Alors, on est l'été 91, dans ce dernier livre, Philippe et moi. On va suivre Esther, qui est une jeune... Elle s'appelait déjà Esther, dans Nuit d'été à Brooklyn. Voilà, donc, une jeune fille au père dans le Connecticut. Elle est chez Francine Duplessis. C'est une journaliste américaine d'origine française qui a une obsession. L'obsession, c'est son voisin le plus proche, qui est l'écrivain Philippe Roth. Alors, Philippe Roth, il est décédé en 2018. C'est un grand écrivain américain. Il a écrit un certain nombre de livres qui ont vraiment marqué la littérature du XXe siècle. Et c'est un peu un livre sur l'amitié entre Philippe et Francine qui s'est transformé, qui est passé du désir un peu à l'humiliation, de l'affection à la haine. Alors, j'ai une question. Je suis curieux. Vous aviez une passion pour l'œuvre de Philippe Roth. C'est d'abord ça le point de départ du livre? Oui, évidemment. Ouais. On peut pas, je suis d'abord une lectrice de Philippe Roth, c'est mon écrivain. Alors, c'est pas grave si c'est pas votre cas. Voilà. Si vous l'avez pas lu mais je suis une lectrice et voilà, c'est mon écrivain. Et donc, passer 4 ans, comme je viens de le faire, avec un de ses écrivains préférés, dans ses archives, dans sa correspondance, dans des manuscrits inédits, avec ses amis, pour moi, c'était merveilleux. C'était voilà. Donc évidemment, le point de départ, c'est une lecture de Philippe Roth. Et dans une biographie qui est sortie il y a 4 ans, il raconte, le biographe américain racontait l'amitié, enfin la relation qu'avait entretenue Philippe Roth avec une voisine, cette femme française, Francine Duplessis. Ils habitaient comme si à Mésange, vous avez un habitait à un bout du village, l'autre à l'autre bout du village. Cette amitié, voilà, ça commence par une amitié, s'est transformée au fil des années en haine, mais en détestation. Mais comme vous me l'avez dit, je pensais écrire là-dessus. Voilà, c'était cette relation. Mais comme souvent, on commence quelque chose. Et puis en fait, pas très vite, parce que le livre terminé, je me suis rendu compte que c'était un livre sur ma mère, bizarrement. Donc vous pouvez acheter un livre sur Philippe Roth, mais en fait, c'est un livre sur ma mère. C'est ça qui est... Mais ça, je ne le savais pas quand j'ai l'ai compris une fois le livre terminé. Je voyais bien qu'il y avait des ressemblances dans Francine Duplessis et aussi Claire Bloom, qui est une très grande actrice anglaise qui est l'épouse de Philippe Roth. Mais non, quand on écrit, parfois on met un peu son intelligence de côté. Je crois on écrit, moi j'y vais, je suis pas une théoricienne, je réfléchis pas quand j'écris, j'écris. Je commence juste des rencontres pour ce livre. Il vient de sortir. Hein. Et donc, je présente comme un livre de personnes qui se détestent. Et j'ai fait une interview avec Frédéric Becbédé la semaine dernière. Et il m'a dit, mais non, c'est un très beau livre d'amour, c'est un très beau livre sur l'amour. Et alors, j'étais étonnée parce que je ne pensais pas du tout. Et oui, comme l'unité à Brooklyn, c'est aussi un livre c'est aussi une histoire d'amour. Et comme l'amour est présent, l'amitié peut être présent aussi dans Deux petites bourgeoises, par exemple, qui est un livre que vous aviez sorti il y a 2-3 ans peut-être, qui est un très beau livre aussi sur l'amitié, sur un milieu aussi, milieu de la bourgeoisie, entre deux jeunes filles qui sont Héloïse et Esther, je crois. Esther encore. Oui. Vous avez un goût pour ce prénom? Philippe Roth, il faisait ça. Il a fait des livres qui sont très proches de lui, qui sont d'autofiction, etc. Mais il y a une lettre qu'il a écrite qui est à ses parents, que j'ai retrouvée, qui est vraiment merveilleuse, où il leur dit, voilà, vous avez compris ce que je fais, à moitié vrai, à moitié inventé. Donc, j'utilise ce que papa m'a dit, puis je le mets dans la bouche de quelqu'un d'autre. Donc, quand on fait ça, comment on fait avec soi? Il fallait que je trouve un personnage et donc je l'ai appelé Esther. Je l'ai appelée Esther et ce personnage me permet de me raconter une vie qui est à moitié vraie, à moitié inventée. Alors, la citation de Philippe Roth, on se trompe avant même de rencontrer les gens. Quand on imagine la rencontre avec eux, on se trompe quand on est avec eux. Et puis, quand on rentre chez soi et qu'on raconte la rencontre à quelqu'un d'autre, on se trompe de nouveau. Or, comme la réciproque est généralement vraie, personne n'y voit que du feu. Ce n'est qu'illusion, malentendu, qui confirme la farce.
extrait de Pastorale américaine. Un bourgeois, c'est vraiment vulgaire et ridicule, mais une bourgeoise, c'est carrément ce qu'il y a de pire. C'est une bourgeoise, elle est frigide, une bourgeoise, qualifier quelqu'un de bourgeois, c'est une insulte. La chanson de Brel à l'époque. Voilà. Les bourgeois, c'est comme des cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Et une petite bourgeoise, c'est carrément, c'est ce qu'il y a de pire. Bon. Et donc, du coup, je me disais, moi, je suis une famille d'origine bourgeoise, mes parents étaient médecins. Je voulais raconter ça. Qu'est-ce que c'est qu'une enfance bourgeoise? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les avantages, les prix? Je voulais raconter ça par ce biais-là. Et puis, ça m'intéressait aussi le sujet de l'amitié, parce que le grand sujet de la littérature, c'est l'amour. Mais l'amitié, c'est considéré comme chose d'assez secondaire. On en parle moins, comme c'était moins important dans une vie, l'amitié. Et moi, je suis meilleure en amitié qu'en amour. Enfin, jusqu'à présent, j'étais meilleure. Et je me suis dit, pourquoi on en parle si peu? Pourquoi on ne considère pas que ça peut être un grand projet d'une vie? Par exemple, il y a des amis qui habitent à l'étranger, on ne va pas se parler pendant 1 an ou 2, c'est pas grave, et puis on se retrouve. Mais avec votre amoureux ou votre mari, si vous faites la même chose, ne le parlez pas pendant 1 an ou 2, les gens vont dire c'est la catastrophe, quoi. Oui, ça ne va pas. Il n'y a pas de règles dans l'amitié sur la façon dont on va se voir, mais un couple ou un couple amoureux, il y a un certain nombre beaucoup de règles. J'aime lire, j'aime être dans un lit avec Vincent. J'y pense pendant les cours, et on passe des week-ends entiers dans ce lit étroit, face au poster de Snoopy. Je ne pense qu'à cela, au plaisir, si loin de la vie de ma mère. Je crois ne pas connaître la détresse, les tourments. C'était bien avant ma naissance, il y a très longtemps, pendant la guerre. Tout cela, je le crois alors, est révolu. J'admire ma mère qui me raconte avoir travaillé jusqu'au moment de ma naissance et repris ses activités 15 jours après. Ses patients étaient stupéfaits quand elle leur confiait avoir accouché quelques semaines plus tôt. Ils ne s'étaient même pas aperçus qu'elle était enceinte. Ma mère prend soin d'enfants handicapés. Elle nous apprend à ne pas faire de différence entre eux, les enfants dont elle s'occupe, et nous, ses enfants. Elle a raison d'être aussi absente. Ils ont davantage besoin d'elle que nous. Ma mère est féministe, comme la sienne avant elle. Elles se sont battues pour faire des études, pour travailler. Pour moi, féministe, cela ne veut rien dire. Je n'ai pas besoin de l'être. À quoi cela pourrait-il bien servir? Mon corps m'appartient. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Un enfant si je veux, quand je veux. Tous ces slogans des années 70 me paraissent datés. Acquis. Le combat de ma mère me paraît achevé. Oui, c'est fou, oui. Ouais. Bon, je me suis bien trompée, mais j'avais 17 ans. Mais j'avais 17 ans, je pensais que ça y est, c'était bon. C'était bon pour nous. Je devais débarrasser la table comme mon frère. Voilà, donc... Et pour les femmes, rien n'est jamais acquis. Mais pour les hommes non plus. Mais... Vous l'écrivez, du coup, vous dites on m'a élevé ainsi, les garçons et les filles sont à égalité. Et on a égalité, et puis d'un coup, je tombe enceinte. En fait, non, j'ai un utérus, et je suis furieux. J'ai l'impression qu'on m'a pas dit que j'avais un corps différent de celui d'un garçon, et que cet utérus, il pesait sur moi, il pesait sur mon avenir, il pesait sur la façon de vivre, sur la façon dont les gens allaient me regarder, sur la façon dont on considérait, qu'on me considérait dans ma vie professionnelle, dans mes études, que cet utérus, non, c'était une différence qui allait me stigmatiser, m'obliger à faire certains choix, à m'y plier, à me corseter, à me plier, à cet utérus. Et donc, je suis furieuse parce qu'on ne me l'a pas dit. On m'a fait croire qu'il y avait une égalité entre les garçons et moi, entre mon frère. Non, c'est faux. Ça, c'est un mensonge. Et je me souviens que je suis furieux. Ouais, je suis furieux. Je suis triste. On m'a menti. Il y a une telle honte sur une femme qui avorte. Voilà. Et sans vous le dire, on vous dit quelque chose de raté, quoi. Simone Veil dit qu'aucune femme n'avorte de gaieté de cœur. Mais dans la société en général, on est fautive quand même. De façon, on n'en parle pas, on a commis une faute. Heureusement, on a pu la réparer. Et il a fallu entendre cette interview d'Annie Ernaux, donc 30 ans ou 45 ans après. Et j'ai l'impression qu'elle me pointe du doigt. Toi, Colombe, t'as avorté, tu l'as jamais dit, et t'as intérêt à le dire maintenant. Et j'ai écrit ce texte très très vite, et en réponse, parce qu'il n'y a rien honteux. C'est pas honteux d'avorter. Oui, je voulais juste dire que j'admirais votre capacité et liberté à parler de vous, de votre intimité. Et je trouve que c'est admirable parce qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui, de jeunes femmes qui sont dans un carcan familial qui les empêche de pouvoir vivre. Et ça serait merveilleux qu'on soit beaucoup plus nombreuses à pouvoir s'exprimer comme ça. Merci beaucoup. Et oui, comme on dit les autres personnes, j'ai envie de lire vos livres. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, quand même.
Voilà, écoutez, merci de votre attention. Merci à vous, Merci Colombe, à d'être vous. venu jusqu'à nous. Pour Merci. ces questions.